Bertrand Badi, bonjour. Bonjour. Vous êtes politiste, spécialiste de relations internationales, professeur à Sciences Po Paris et vous avez coordonné le livre L'état du monde 2016, publié aux éditions La Découverte avec Dominique Vidal. Cette année, vous avez retenu le sujet des inégalités, un sujet qui a notamment été popularisé par les travaux de Thomas Piketty en 2014. Mais cela dit, vous dites que ce sujet a du mal à s'imposer comme thème d'étude et d'objet d'action publique. Alors, première question, pourquoi ? Alors spontanément, on le ressent. C'est-à-dire que quand on parle d'inégalité, on pense immédiatement inégalité à l'intérieur des nations. La résistance à l'internationalisation de la question, elle se comprend de bien des façons. D'abord, il n'y a pas de gouvernement mondial. Et à partir du moment où il n'y a pas de gouvernement mondial, on a du mal à penser une redistribution coordonnée à l'échelle mondiale. Et du coup, les inégalités ont tendance à se présenter sous le jour de la fatalité, c'est comme ça. Et c'est ainsi d'ailleurs que l'on raisonnait au XIXe siècle, avant que l'on s'en empare au niveau des nations, où les inégalités étaient naturelles. Eh bien, maintenant, au niveau mondial, les inégalités sont présentées comme naturelles. En bref, on n'a pas su tirer les leçons de la mondialisation. Et de ce fait, on laisse de côté ces grandes questions. Puis il y a un peu l'argument politique qui vient du lointain souvenir du cartiérisme, c'est-à-dire préoccupons-nous d'abord de ce qui intéresse nos électeurs. La Corrèze plutôt que le Zambèze. Absolument, et nos électeurs plutôt que le cœur. Alors, dans votre analyse, vous soulignez l'existence justement de deux visions de la mondialisation. La première, c'est la vision néolibérale classique qui je vous cite, ne saurait avoir d'autre alternative. Et la seconde, c'est une vision plurale des choses qui, là encore je vous cite, bute sur la question de la compatibilité des différentes cultures au sein d'un monde unifié. C'est ça qui explique le fatalisme ? Oui, en grande partie parce que finalement, dans notre histoire occidentale, nous avons beaucoup pensé en termes d'universalité et jamais en termes d'altérité. L'universalité, c'est facile. C'est nous qui nous diffusons partout dans le monde. Notre modèle qui s'impose partout dans le monde. Et le néolibéralisme auquel vous faisiez allusion est un peu issu de cette histoire. L'économie que nous avons inventée en Europe aurait pour mission de s'accomplir partout dans le monde. Or, la mondialisation, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire, on ne peut pas construire un monde global sans l'autre. C'est-à-dire, ceux qui sortent d'autres cultures, d'autres histoires, d'autres économies, d'autres structures sociales. C'est un peu la clé, effectivement, vous avez raison, du problème des inégalités. Cette espèce de négation de l'autre rend très difficile de traiter en face la question des inégalités mondiales. Mais en fait, vous voulez dire qu'il reste des traces de colonialisme dans les schémas actuels ? Des traces, comme vous êtes optimiste, ou alors quelque peu myope. Nous restons fondamentalement dans les schémas de la colonisation. Vous savez, après 1945, notre monde a dû faire face à 3 défis, il les a perdus tous les 3. La décolonisation qui a été ratée, la mondialisation qui a été ratée, et la chute du mur, la fin de la bipolarité qui a été ratée également, on le sait, on le voit bien aujourd'hui. Donc, tout ceci fait que nous n'avons pas su penser le post-colonial, c'est-à-dire comment aménager ce monde où chacun, de l'Afrique australe jusqu'en Amérique centrale, revendique sa part d'autonomie plus que de souveraineté et en tous les cas de présence dans la gouvernance globale du monde. Alors, vous le rappelez dans votre papier, l'indice de Gini qui sert à mesurer les inégalités révèle que celles-ci s'accroissent dans le monde de manière sensible. Alors, quels sont les facteurs qui aujourd'hui amplifient ces inégalités ? Alors, il faut bien être conscient que les pauvres sont aujourd'hui moins pauvres, tandis que les riches sont beaucoup plus riches. Donc l'écart s'accroît. L'écart s'accroît, même si effectivement le seuil de pauvreté se trouve de moins en moins franchi, heureusement, en pourcentage de la population mondiale. Prenons un indicateur qui pour moi compte beaucoup, qui est la sécurité alimentaire. 800 millions d'individus souffrent de faim aujourd'hui dans le monde. C'est à peu près le même chiffre qu'il y a 30, 40 ou 50 ans, alors que la population mondiale s'est sensiblement accrue. Donc on voit bien, il y a une amélioration de la condition des plus pauvres, mais comme les riches, par la dynamique de la mondialisation néolibérale et économique, s'enrichissent de plus en plus, alors les écarts s'aggravent, et pire que ça, deuxième élément, ces écarts sont de plus en plus visibles. Dans le monde traditionnel,
Le pauvre ne voyait pas le riche. Dans ce monde urbanisé et de communication, le pauvre voit de plus en plus le riche. Alors, on va en venir sur les conséquences de ces inégalités. Vous dites que ces inégalités sont aujourd'hui à la source des tensions internationales et qu'il peut s'agir d'un instrument politique. Elles alimentent notamment la théorie fausse, vous dites, du clash des civilisations. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets pour que l'on comprenne bien? Alors, d'abord, il faut prendre en compte, parce que là, on est au cœur du drame lié à ce sujet, que les guerres, les conflits, les tensions, les violences aujourd'hui ne sont plus liées à la compétition de puissance. Ce ne sont pas les plus riches qui se font la guerre entre eux. La guerre a profondément muté. Elle est aujourd'hui l'effet de la décomposition des sociétés et de la faiblesse des économies. Donc c'est ce qu'on voit dans l'Afrique subsahélienne, au Moyen-Orient? Absolument. Comparez la carte des niveaux de développement et celle des conflits, et vous verrez que la superposition est presque totale. Cette grosse vague qui va de la Mauritanie jusqu'à la Corne de l'Afrique et au Yémen, c'est précisément ce qui correspond aux zones les plus pauvres et les moins développées humainement du monde. Donc, les inégalités créent aujourd'hui l'essentiel de la conflictualité mondiale, donc nous menacent, nous, dans nos conforts et nos égoïsmes de riches et de développés. Et ce qui est plus inquiétant, c'est que vous dites, la conséquence de tout cela, c'est que l'instrument militaire qu'on leur oppose ne peut alors être que d'une piètre efficacité. Est-ce qu'il faut en conclure que c'est l'aide au développement qui est le meilleur facteur de paix aujourd'hui? Alors certainement que la seule façon de sortir de cette spirale dangereuse, c'est de promouvoir l'intégration sociale internationale. L'intégration sociale internationale, c'est le développement, c'est aussi le respect, la fin de l'humiliation, tenir compte de la dignité humaine et tout ce qui s'ensuit. Mais, et c'est le gros problème, tout ceci n'aura effet que sur une, voire deux générations. Le gros problème, c'est maintenant. Donc on est très loin du temps politique, voire médiatique. Il y a un divorce total entre le temps politique et le temps social. Nous le payons très cher. Si nous commençons, c'est comme pour le climat. Si nous commençons à travailler aujourd'hui, nous travaillons pour nos petits-enfants. Mais si nous ne faisons rien, alors nous travaillons non seulement contre nos petits-enfants, mais contre nos arrière-petits-enfants, et ainsi de suite. Eh bien, merci Bertrand Badi. Je renvoie à votre livre passionnant, Un monde d'inégalités, l'état du monde 2016, pour en savoir plus justement sur ces questions des inégalités et puis les conséquences un petit peu inquiétantes du non-traitement de ce problème. Merci Bertrand Badi. Merci à vous.